Alors là, il y a des questions, on va y répondre. Il y avait Martin, par exemple, qui disait: «Comment font les plateformes, style Binance pour proposer du Earn USDT à plus de 10? Ça doit être fou les risques pris». Alors en effet, il y a des risques qui sont importants à chaque fois, qui peuvent être pris avec votre argent et des fois même des risques que vous ne prendriez jamais à titre personnel pour, faire fructifier votre capital. Simplement, quand vous déposez de l'argent sur des plateformes centralisées, vous ne savez pas comment c'est géré. Voilà. On a vu ce que ça a donné avec Celsius, on a vu ce que ça a donné avec, Nexo, BlockFi, on a vu ce que ça a donné avec FTX. Voilà. Après les gens continuent encore de le faire parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour, faire enfin, faire Ils n'ont fructifier pas leur conscience du capital à risque. côté. En fait, c'est qu'ils n'ont Ouais, pas les connaissances, mais surtout, ils n'ont pas conscience du risque. Ils se disent, bah ouais. attends, Binance, c'est une grosse société, ils gèrent plusieurs milliards d'actifs. Pourquoi ils feraient n'importe quoi avec mes fonds? Bah, justement, quand on voit que FTX, ils n'avaient même pas de comptable en fait chez eux. Ah si, ils avaient un comptable dans le métaverse. Autant pour moi. Autant pour Ouais, moi. ils Mais avaient une non, mais adresse. voilà. Non, mais c'est une blague. Et le mec de chez la DeFi, de chez Celsius, qui était pourtant réputé dans le domaine du lending et autres, mais quand on a vu les stratégies, les risques qu'ils prenaient, mais c'était démesuré. Même C'est n'importe un quoi. débutant n'aurait pas pris ces risques-là, en fait. Parce Ouais. que c'était pas ses fonds. Et quand il y a, c'est Charles Viave qui disait ça, j'ai plus la phrase exacte, mais en fait, quand vous donnez des fonds à un tiers qui n'a aucun intérêt à faire ça correctement, il en fait n'importe quoi. Mmh. C'est clairement l'idée. C'est plus la personne est déconnectée de l'argent qu'il va recevoir, plus il va prendre des risques inconsidérés. Parce Et qu'il a pas d'attache. après attention parce que là, tu vois, Martin, tu dis, que l'USDT à plus de 10, c'est énorme et en effet, il y a des risques qui sont importants. Après, attention aussi parce que la dynamique de rendement en bull et en bear est vraiment différente et ça, en fait, ça se fait en fonction de la rareté d'une certaine manière des actifs. La plupart du temps, en bull run, les stablecoins, c'est pas les actifs qu'on retrouve le plus en portefeuille parce qu'en bull run, les gens veulent s'exposer à la volatilité de la crypto, ils veulent rentrer sur du Bitcoin, de l'Ether, des alts. Donc, c'est compliqué de retrouver en proportion importante des stablecoins dans les portefeuilles. C'est pour ça que sur les plateformes de lending, de borrowing comme AV, Compound et puis sur tout un tas d'autres plateformes qui existent un peu de partout, en ce moment et en bull market, les stablecoins, c'est ultra bien rémunéré. Si tu vas sur AV aujourd'hui, tu peux voir que l'USDT ou même du DAI ou du LUSD, qui est le stablecoin de Liquidity, par exemple, bon, tu peux obtenir des rendements qui sont super élevés. Moi, sur certaines plateformes, même des plateformes connues, on en parle dans notre programme d'accompagnement et dans le programme Crypto Investisseur. Vous avez les liens dans la barre d'infos. Mais en gros, vous pouvez aujourd'hui générer des rendements. Il y a toujours un risque, on est d'accord, mais des rendements de 30-40% sur des stablecoins en bull run, c'est possible. Et sans pour autant prendre des risques qui sont ultra démesurés avec des effets de levier, etc. Juste en trouvant des bonnes plateformes de lending, vous déposez vos stablecoins parce qu'aujourd'hui, il y a une demande qui est énorme. Et ces rendements-là, en fait, si vous déposez du stablecoin, on vous rémunère à 35% sur du DAI, par exemple. Ces rendements-là, ils viennent d'où? Bah, en fait, ils viennent en partie des borrowers, de ceux qui empruntent. Ils sont prêts à payer cher pour avoir des stablecoins parce que c'est rare d'en avoir en ce moment et parce que bah, ils ont des stratégies qui leur sont propres pour développer leur capital en bull run. Mais en fait, ça vient de ceux qui veulent emprunter cet argent-là. En fait, si on est en bear market, avoir des rémunérations de plus de 10% sur des stablecoins, c'est pas tenable. Et on a vu ce que ça a pu donner sur Celsius, Nexo, BlockFi et tout. Bah, avec encore, hein. Pourquoi? Encore, c'était l'exemple Exactement. même, hein. Exactement. 20% stable, c'était pas stable pour un clou, en fait. Ils étaient en déficit Exactement. permanent. Alors après, c'était un stablecoin algorithmique, c'est un peu différent, mais Non, 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 mais d'avoir. encore, ça, c'est la plateforme sur laquelle tu pouvais prêter tes UST. Oui, tout à fait. C'était Ouais, tout à justement fait. le stablecoin de Terra. Et eux, ils proposaient 20%, mais le modèle économique, il était biaisé, en fait, dès le début. Ils généraient pas Ouais. 20%, ils filaient 20%. Et ça, Et justement, fixe. oui, fixe. Mais ça, c'est quand en bull market, les mecs, ils peuvent mettre en collatéral et emprunter des actifs qui vont avoir une certaine performance. Donc, tu vas récupérer, tu feras le delta des performances. En bear market, quand tous les actifs descendent ou qui ne bougent pas, où il n'y a quasiment pas de volatilité, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Donc, en Mm. fait, les mecs sont en déficit et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas tenir des rendements qui sont à 2 chiffres ou à 3 chiffres. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre la dynamique dans laquelle vous vous inscrivez. En bull run, on va avoir tendance à retrouver des rendements sur des stablecoins qui sont super intéressants parce que aussi, il y a un risque de rester en stablecoin en bull market. Voilà. Quelqu'un qui reste en USDT, en USDC, en DAI, en bull run, quand le Bitcoin a fait un x4, x5 depuis le plus bas, bah, c'est de l'argent que vous ne gagnez pas. Donc forcément, c'est plus rémunéré. À l'inverse, en bear market, quand vous êtes sur du stablecoin, vous prenez peu de risques d'une certaine manière. Tout le monde est un peu frileux, tout le monde reste sur du stablecoin. Et là, vous allez avoir les meilleurs rendements, c'est sur des actifs qui sont volatiles, parce que très peu de gens ont envie de rentrer sur des actifs volatiles ou d'avoir des actifs volatiles en portefeuille, surtout en bear market. Donc, c'est vraiment cette dynamique-là.
C'est pour ça que gagner du 10% sur des stablecoins, de toute façon, en bull market, on peut faire bien mieux et en gérant les risques bien mieux que sur des plateformes d'échange centralisées. Mais on est d'accord qu'il y a des risques de partout. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce que vous faites, comprendre les dynamiques et savoir concrètement comment va opérer le marché et comment vous pouvez vous positionner de manière stratégique en fonction des circonstances de marché. Je le répète, mais ça, c'est ce qu'on évoque dans le programme Crypto Investisseur. Franchement, on continuera d'en parler parce que des fois, on a des questions de personnes qui nous interrogent sur des sujets, sur de la DeFi, sur les BRC20, sur les SRC20, sur plein de choses. Tu as fait une mise à jour sur le mois de mars la dernière fois, Mickaël. Et on se dit, punaise, il y a tout en fait sur le programme Crypto Investisseur, quoi. Et c'est le programme vraiment unique en francophonie pour comprendre et avoir toutes les bases pour investir en crypto, quoi. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Et je prends effectivement une réflexion de Explover qui dit une solution à l'éternel problème des stablecoins, c'est peut-être la tokenisation d'obligations court terme. On appellerait plus ça un stablecoin, mais un RWA, et Mika serait obsolète. Alors t'inquiète pas, c'est juste une question d'appellation. Les régulateurs savent très bien jouer avec ces aspects-là. Et aujourd'hui, on commence à avoir justement des produits qui sont adossés à des RWA. Et là, on commence à avoir des produits qui sont intéressants. Par contre, ça veut dire KYC, ça veut dire tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'on est sur des titres qui sont beaucoup plus encadrés, beaucoup plus réglementés. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent de l'USDT, de l'USDC ou encore du DAI qui n'ont pas forcément envie d'avoir cette partie KYC. Et après, la question, c'est à qui on va les donner, ces stablecoins, comment on va les répartir. Et je vois également la question là, sur Twitter de Renato qui me dit, du coup, en bear market, autant ne pas prendre de risques et laisser ces stablecoins dormir au chaud. C'est une possibilité. Ou par exemple, justement, les mettre sur des endroits où on va avoir un échange avec du RWA. Maintenant, on a cette possibilité, chose qu'on n'avait pas forcément en 2021. Donc, il y a des possibilités d'obtenir du rendement. Par contre, effectivement, on ne va pas prendre les mêmes risques, on ne va pas aller sur les mêmes plateformes et on ne va pas essayer d'aller chercher les mêmes rendements non plus. C'est-à-dire que si on arrive à tirer 4-5% sur nos stablecoins via des RWA, ben, on a un niveau de risque qui est beaucoup plus faible, on a un niveau de rendement qui est beaucoup plus faible. Mais on ne va pas aller s'amuser à faire des effets de levier avec des emprunts, des boucles d'emprunt et autres. Voilà, ça dépend du marché, ça dépend des tendances. Et aujourd'hui, il y a des choses à faire. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez vous investir, prendre du temps et surveiller vos stratégies, il y a des choses à faire. Si vous les laissez au chaud et les oublier et revenir dans 2 ans, c'est aussi possible. Après, bien sûr, il y aura des points d'entrée qui seront intéressants pour acheter d'autres cryptos et autres. Voilà, ça dépend de combien de temps vous voulez rester dans le marché des cryptos, quels sont vos objectifs, quelles sont vos connaissances, le temps que vous voulez passer à surveiller votre portefeuille. Je connais des personnes qui achètent et qui, pendant 3 ans, globalement, l'oublient à peu près. Et je connais des personnes qui sont tous les jours dessus. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Ce qui ne veut pas dire que vous aurez des meilleures performances qu'une personne qui le laissera dormir pendant 3 ans. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est un principe fondamental en bourse. On a toujours l'impression qu'il faut faire des actions en permanence pour gagner de l'argent. Alors qu'en fait, la plupart des gens qui gagnent réellement de l'argent sur le long terme, c'est les gens qui l'oublient. Les gens qui ont gagné le plus d'argent sur le BTC là, depuis sa création, on appelle ça des gens qui sont morts. Parce qu'en fait, leur BTC, il n'a pas bougé de leur wallet. Et ceux qui ont fait les plus grosses performances. Par contre, ceux qui ont essayé de timer le marché, eux, ils se sont fait rincer. Là, il n'y a aucune exception, aucune exception à la règle. Ouais, et c'est pour ça que c'est super important après de savoir et de mettre en lien vos connaissances, votre expertise peut-être sur un sujet, votre gestion de risque, le temps que vous voulez passer à analyser le marché, la stratégie que vous allez mettre en place, etc., etc. Parce que Mickaël vous a parlé de la bourse, et en effet, si vous faites une gestion indicielle avec des ETF, vous créez un portefeuille, vous cassez la tête pour créer un portefeuille équilibré. Une fois que c'est fait, vous le rééquilibrez une fois par an, et puis vous renforcez vos positions en DCA tous les mois, toutes les années en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. En crypto, si vous vous dites, je fais une stratégie de farming, je vais sur la V3 d'Uniswap et puis j'apporte de la liquidité sur des ranges de prix très spécifiques, sur le ratio VRAP Bitcoin Ether, par exemple, surtout si vous êtes sur des ranges très rapprochés, par exemple, là, il y a très peu de chances, vous revenez même dans 2 heures ou dans 3 heures, votre truc, vous êtes déjà sorti du range, quoi. Donc, il y a des approches qui vont différer en fonction de ce que vous voulez faire. Plus vous allez avoir une gestion qui va être précise, plus vous pourrez vous permettre de prendre des risques peut-être qui seront plus importants, mais ça va vous demander de le suivre comme ça régulièrement. Si par contre, vous dites, moi, voilà, j'ai pas envie de faire un truc qui sera trop compliqué et surtout, j'ai pas le temps de me pencher plusieurs heures par jour dessus, vous n'allez pas adopter la même stratégie. C'est pour ça que c'est super important de comprendre les outils, de savoir concrètement comment tout ça fonctionne pour après cerner et sélectionner les approches qui vous correspondent par rapport à votre situation personnelle et surtout
par rapport à la dynamique du marché. Parce que ce que je vous ai dit sur les stablecoins, comprendre cette dynamique-là, aujourd'hui, pourquoi les stablecoins sont plus rémunérés et tout, la plupart des gens, ils n'en savent rien du tout. Parce que la plupart des gens, globalement, ils restent leur thune sur Binance, sur Kraken. Donc forcément, dès qu'il y a une news sur l'USDT pour dire « Oh là là, ça va être délisté », c'est la fin du monde. Parce que c'est des gens, en fait, qui n'ont pas les outils, ils ne savent pas comment ça marche. Donc, on revient toujours au même point. Hein. Le coût d'opportunité. En fait, le coût d'opportunité. Tout ce que vous laissez aujourd'hui, vraiment, tout ce que vous laissez sur des plateformes d'échange centralisées, le rendement potentiel, c'est quoi? Du 10-12%. Le risque potentiel, c'est que vous perdez tout. À l'inverse, si vous prenez ce capital-là, vous formez, c'est peut-être un peu chiant au début parce que faut maîtriser les outils, il faut utiliser MetaMask, il faut faire des trucs. Mais une fois que vous maîtrisez, vous pouvez faire mieux, bien mieux en termes de rendement, avec nettement moins de risques. Parce que la probabilité de perdre l'intégralité de votre capital si vous faites correctement la stratification de vos portefeuilles, révoquer les contrats, etc., etc. Et puis avec la couverture d'assurance, il y a des choses. Exactement. Voilà, ça par exemple, on prend sur Binance, il n'y a pas de couverture d'assurance. Ils n'en proposent pas. Ils pourraient vous prendre quelques pourcents en disant on vous couvre via une assurance. À titre perso, vous avez la capacité de le faire. Voilà, ça fait partie des choses, comme tu dis, qui sont très importantes et qui permettent d'avoir un niveau de rendement bien plus important par rapport à un niveau de risque beaucoup plus bas. Ouais. Mais ça, c'est des connaissances et des compétences qu'il faut. Dites-vous tout le temps, à chaque fois que vous recherchez la simplicité, de toute façon, comme dans tout dans la vie, il y aura un prix à payer. Il y aura un prix à payer. Vous recherchez de la simplicité parce que le côté ergonomique, c'est plus beau, parce que c'est simple, parce que vous pouvez gagner de l'argent comme ça. Le prix à payer, souvent, il est important en crypto. Il est super élevé. Par contre, si vous vous dites, OK, je ne cherche pas forcément la simplicité, je vais prendre le temps pour me former, pour utiliser les bons outils, pour avoir ces connaissances et tout. C'est chiant parce que beaucoup de gens n'ont pas envie de le faire et rapidement, les gens se découragent parce que c'est quand même difficile. Mais si vous arrivez à le faire, là, vous pourrez saisir des opportunités que beaucoup de gens ne prendront pas et en diminuant aussi votre risque. C'est ça qui est super avec la crypto. C'est que vous devenez votre banque. Là où, quand tu investis avec ta banque, ce que vous ne devez pas faire, bien évidemment, mais ça me rappelle toujours le t-shirt de Celsius, Undunk Yourself. Ah ouais, ça c'est qui correct. Et ils revendaient des t-shirts comme ça, tu as à la fin Unwrecked Yourself. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, c'est ça. C'est aujourd'hui, si vous recherchez la simplicité et si vous utilisez des plateformes qui vous donnent des rendements, en général, le prix à payer, c'est que vous perdez l'accès à vos clés privées. Et si vous perdez l'accès à vos clés privées, regardez historiquement parlant ce qui s'est passé. Il y a très peu de plateformes qui ont pu passer la barrière du temps. Et les seuls qui aujourd'hui sont là depuis très longtemps, il y a en partie Binance, mais même Binance, c'est récent quand même dans l'histoire de la crypto. Les premières plateformes. Et puis ils ont migré en fonction des juridictions. Ils ont fait un peu le serpent pour arriver à se maintenir la tête hors de l'eau, hein, Binance. Mais les seuls, c'est Coinbase, Kraken. Celles qui sont là depuis vraiment très longtemps et qui, pour l'instant, n'ont pas eu des grosses casseroles, même si elles en ont eu. Hein. Elles n'ont pas eu des trop grosses casseroles. Mais voilà, la crypto, c'est la reprise en main de votre souveraineté monétaire et d'apprendre à utiliser les outils qui existent en fait dans la finance traditionnelle. Simplement, on ne vous explique pas. On n'a pas eu à l'école on va dire, une formation sur les finances personnelles, l'éducation financière, l'éducation financière, c'est ça. Là, la crypto, ce qu'on retrouve dans la crypto, les plateformes de lending, de borrowing, là, ce qu'on voit avec les RWA et tout, il y a des trucs qui sont uniques un peu à la crypto, mais globalement, c'est un peu comme ça que fonctionne la finance tradie, sauf qu'on élimine les intermédiaires. Donc là, en fait, vous êtes obligé de vous poser des questions que vous ne seriez pas posées autrement. Et si vous ne posez pas ce genre de questions et que vous laissez quelqu'un gérer votre argent, la plupart du temps, ça se passe très mal parce que ce n'est pas son pognon, parce que la plupart du temps, ils ont peu de risques d'avoir des séquelles si jamais ils se font choper. Même SBF, hein, tu avais fait un live avec Théo à un moment donné où on parlait de la peine d'emprisonnement avec SBF. SBF, il faut savoir que donc le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, c'est un mec qui a arrosé tout le monde aux États-Unis. Hein. Il a arrosé les démocrates, il a arrosé aussi une partie des républicains. Il a fini avec 25 ans de prison. Il a fini avec 25 ans de prison. Ross Ulbricht, qui a créé Silk Road, donc qui a créé un outil qui après a été utilisé pour vendre de la drogue, pour vendre des saloperies. Mais lui, il a créé un outil, comme ceux qui avaient créé en fait Tornado Cash. Hein, qui se sont fait éclater parce qu'ils avaient créé un outil et que sous prétexte que certains l'utilisaient pour faire du blanchiment d'argent, ils se sont fait éclater. Il avait créé un outil.
Il a pris 2 peines d'emprisonnement à vie plus 40 ans, ce mec-là. Donc, il sortira jamais, de toute façon. J'aime bien les peines d'emprisonnement à vie, et après, on te rajoute un petit peu. Si jamais tu viens à mourir, à ressusciter, on t'en met encore pour 40 ans derrière. Ouais. C'est ça qui est dingue, c'est que tu te dis SBF, qui lui a fait de la fraude aggravée, ça a été prouvé. Ouais, mais il a volé des milliards, il a fait des trucs, mais il a arrosé tout le monde. Et Ross Ulbricht qui a créé un outil, il a pris 2 années. C'est là que tu te dis, en fait, c'est une politique à 2 vitesses et c'est une juridiction aussi à 2 vitesses. Non, mais toujours, la justice a toujours fonctionné de cette manière-là. Si tu as du cash, tu peux avoir des bons avocats, tu peux avoir de l'influence, tu peux arriver à soudoyer certaines parties et tu peux arriver à passer sous le tapis via des accords. Et ce qui les intéresse, c'est de récupérer du pognon. Ulrich, il en avait pas beaucoup. Ils ont saisi les BTC, il n'avait plus rien. Et c'est pareil, le gars de chez Tornado Cash, il lui restait pas grand-chose. Eux, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent en faire des peines d'exemple parce que ils ont permis d'avoir une alternative au système traditionnel. Alors que SBF, c'est de la fraude financière traditionnelle. Donc, ça les impacte pas directement. Ça a impacté des particuliers en majorité. Ouais. Donc, à partir de là, c'est juste ça. C'est en fonction de qui tu vas taper, sur quel pied tu vas taper, que tu vas recevoir plus ou moins un blâme. Hein. Le fond du problème, il est là. Je voulais juste prendre la question. Là, juste en dessous. Il ne faut pas se laisser avoir par des médias manipulateurs. Il faut se faire sa propre opinion et s'éduquer constamment, en effet. Ouais, tu voulais prendre une question, je ne sais pas laquelle. Non, là, j'avais vu passer cette question-là. Ouais, Pépinou. Pépinou qui dit bonjour, j'ai un manque de confiance dans la DeFi. Personne ne parle de Vénus sur la BSC. Qu'en pensez-vous? Comment voir sur quoi s'appuyer? TVL, je suis aussi sur avec Polygon. Si tu te poses toutes ces questions-là, c'est qu'il faut que tu regardes absolument comment fonctionne la DeFi, comment fonctionnent les plateformes. Arrête de regarder l'avis de telle ou telle personne. Là, aujourd'hui, je te dis que Vénus sur la BSC, c'est génial. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre 3000 € dessus? Non, il ne faut pas. C'est pas l'idée. Vénus, ils ont subi un piratage. J'étais en train de chercher la date, en 2021, où ils se sont fait tirer à peu près 200 millions de fonds. Ça reste une des plateformes où il y a le plus de TVL sur la Binance Smart Chain. Est-ce qu'on peut lui accorder plus ou moins d'importance? Ceux qui avaient des fonds dessus, aujourd'hui, ils ne lui accordent plus aucune importance. C'est-à-dire que potentiellement, il y a des problématiques qu'ils ont peut-être corrigées. Il y a des protocoles qui ont été piratés, qui s'en sont très bien sortis sur le long terme. D'autres, ce n'est pas le cas. Tu prends AAV sur Polygon. AAV, c'est la plus grosse plateforme de lending sur Ethereum. Ça fait longtemps qu'ils existent. À ma connaissance, ils n'ont pas subi de piratage majeur. Et après, qu'ils soient sur Polygon ou sur une autre blockchain, pour l'instant, ça n'a pas forcément un impact qui est majeur. Mais oui, regarder la TVL, ça permet d'avoir un indicateur. Mais aujourd'hui, il y a des plateformes qui ont une TVL démesurée par rapport à la sécurité qu'il y a derrière. Quand on va regarder une plateforme, on va regarder les audits qui ont été faits, on va regarder depuis combien de temps ils sont là, on va prendre des risques qui sont plus ou moins mitigés. Et après, par exemple, sur une plateforme comme ça, je vais aller prendre une assurance. Je suis prêt à troquer quelques pourcents de rendement contre une assurance qui va me protéger mes fonds, ou du moins qui va me garantir un remboursement de mes fonds si jamais je perds suite à un piratage. Ça, c'est une possibilité. Mais vraiment, je t'invite à comprendre le fonctionnement de la DeFi, voir comment il fonctionne, qui sont les équipes, pourquoi, avant d'aller mettre des fonds dessus. Après, c'est pour faire du test, tu peux. Mais si tu veux réellement mettre des fonds dessus sur du long terme, il faut absolument l'analyser. On ne peut pas y aller comme ça à l'arrache, en fait.